Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Télé 7. Dans l'actualité de ce vendredi 7 décembre, les débuts des négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 prévus ce vendredi 7 décembre à Kampala, en Ouganda, pourraient avoir lieu dimanche 9 décembre. La délégation de rebelles partie depuis ce matin pour la capitale ougandaise serait encore en route. Et pendant ce temps, Joseph Kabila Kabange prend part à Dar es Salaam en Tanzanie au sommet de dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe où la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est aussi évoquée. Et pendant ces temps à Kinshasa, le Premier ministre a donc rassuré la population à travers la presse que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC préoccupe son gouvernement. Toutes les organisations régionales et sous-régionales sont entrées en danse pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Voilà donc tout pour l'essentiel de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le début de négociations entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23 prévu ce vendredi 7 décembre à Kampala pourrait donc avoir lieu dimanche 9 décembre. La délégation des rebelles partie depuis ce matin pour la capitale ougandaise serait encore en route. Le bus du gouvernement ougandais qui les transportait est donc tombé en panne en cours de route selon les dernières informations. La délégation de Kinshasa, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Tungamulongo, est donc présente dans la capitale ougandaise depuis mercredi dernier. Et pendant ce temps, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, lui est donc à Dar es Salaam en Tanzanie où il devra prendre part avec le président sud-africain Jacob Zuma à un sommet de la SADC consacré à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Église catholique attire l'attention de la délégation congolaise aux négociations de Kampala entre le gouvernement et les rebelles du M23. La CENCO invite les délégués à ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent la balkanisation de la République démocratique du Congo. Suivez ce commentaire de votre rédaction. Les évêques, archevêques, membres du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo s'interrogent sur la pertinence du dialogue entre le gouvernement et les rebelles du M23 à Kampala. Dans un communiqué publié jeudi à Kinshasa, au terme de leur session extraordinaire, ils attirent l'attention de tous ceux qui se rendront à Kampala sur les pièges de ces négociations. Les princes de l'Église demandent aux représentants congolais à ces assises de ne pas hypothéquer l'unité de la nation congolaise et de ne pas valiser les accords qui consacreraient la balkanisation de la RDC, les invitant à la vigilance et à la clairvoyance. Les évêques catholiques indiquent qu'un schéma directeur fixant le degré et la nature des concessions possibles, acceptables et tolérables doit être établi et scrupuleusement respecté. Un accord qui hypothéquerait la souveraineté nationale est inacceptable, préviennent-ils. Au sujet du contenu de ces dialogues entre le gouvernement et la rébellion, les religieux s'interrogent sur la valeur juridique des accords du 23 mars 2009 dont les rebelles affirment revendiquer l'application. Cet accord, signé entre le gouvernement congolais et l'ex-rébellion du CNDP, dont sont issus la plupart des membres du M23, prévoyait notamment l'intégration des combattants rebelles dans l'armée et la police. Les cadres civils du mouvement devraient être intégrés dans les institutions politiques. À propos de ces assises donc de Kampala entre le gouvernement et le M23, les Kinois qui s'intéressent à la question trouvent des exigences des rebelles comme un moyen de pression pour fléchir le gouvernement. Ils se disent opposés au dialogue avec ces ennemis du peuple congolais. Leurs propos ont été recueillis par Mariam Boya, Trésor Touabila et Junior Kabamba. Les refus des leaders du M23 de négocier avec la RDC sans les présidents Kabila suscite plusieurs réactions dans les chefs des Kinois. Pour les uns, cette négociation donne l'impression d'un jeu de cache-cache. Ces refus du M23 semblent être stratégiques et pourraient appuyer le projet de balkanisation de la RDC. Là, c'est un jeu de cache-cache. C'est-à-dire, nous disons, nous, Congolais, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un projet de la balkanisation et le pillage de nos ressources naturelles. Donc nous sommes dans une crise de légitimité. Moi, je sais que cette histoire-là n'est qu'un théâtre. Tout ce qui se passe à l'est là-bas, c'est un théâtre de mauvais goût.
D'autres, par contre, pensent que le président Joseph Kabila ne peut pas négocier avec le M23, qui n'est pas un pays, et que le M23 doivent exprimer concrètement ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est s'ils sont réellement des Congolais, ils vont négocier comme des Congolais qui revendiquent, comme des syndicalistes dans la rue, comme tout le monde. Ils ne peuvent pas chercher à ce que le chef d'État les rencontre comme des homologues pour parler des histoires du pays. Est-ce qu'il faudra prendre des armes pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit? Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire, c'est de dire ce qu'ils veulent réellement pour qu'on trouve des solutions de manière tout à fait consensuelle. Peut-on dire que ces pourparlers sont mal engagés avec les refus du M23 d'y prendre part? L'avenir nous en dira un peu plus. À la primature, je le disais dans le titre, Matata Pognon a fait la ronde de grands sujets qui font l'actualité. Le chef du gouvernement, qui a tenu en point de presse vendredi à Kinshasa, a dit qu'il s'engage à poursuivre avec une gestion rigoureuse des finances publiques. Et sur le plan sécuritaire, la RDC affiche un profil bas. On ne peut pas donc dire que la paix soit définitivement revenue au Nord Kivu, principalement dans la ville de Goma. Des négociations seraient donc engagées avec des mutins du M23 à ces propos. Reportage Doudou Ndombe. Le Premier ministre fait état des travaux qui sont engagés au niveau de la SADC et de la CEAC pour le rétablissement d'une paix durable dans l'Est de la RDC. À l'interne, des pourparlers sont engagés entre le gouvernement et les mutins du M23, une question qui fâche les nationalistes, mais au nom de la paix, le gouvernement Matata baisse la garde. Tous les efforts de rétablissement de la paix ne sont pas essentiellement concentrés sur Kampala. Aujourd'hui, il y a des travaux préliminaires qui se tiennent en Tanzanie, dans le cadre de la SADC, où les chefs d'État devront aussi se réunir, toujours sur cette question de la sécurité à l'est de notre pays. Je tiens aussi à vous signaler que dans le même ordre d'idées, il y a des travaux qui se tiennent en face de nous ici à Brazzaville, avec comme fond de la question les aspects sécuritaires, mais cette fois-ci dans la sous-région de l'Afrique centrale, sous le label de la CEAC. Sur les plans économiques, le gouvernement Matata a de quoi se réjouir. C'est depuis 3 ans que le franc congolais est stable, les taux d'inflation est à 2,63%, celui de croissance économique est à 7,2%. Le Premier ministre a reconnu les problèmes de gouvernance dans les secteurs miniers qui ont poussé le FMI à rompre son programme avec la RDC. Mais le pays va continuer sur la lancée pour améliorer sa cote, surtout dans les classements Doing Business. Il se pose certainement quelques problèmes de gouvernance dans le secteur minier, où essentiellement le PV Comidé qui marquait la cession de près de 25% des parts de la Gécamine, cette opération n'a pas requis ou n'a pas respecté tout le processus tel que requis par les règles à la matière. Déjà, 44 milliards de dollars américains sont disponibilisés pour les ITPR, pour les projets FONER, 20 millions de dollars pour les PSP, 10 milliards de dollars américains pour la relance de la SOFIDE. Au mois de janvier prochain, les bus promis par le gouvernement seront à Kinshasa, tant des actions qui sont mises dans l'actif du gouvernement Matata. En page économique de ce journal PEG 2, la RDC a été donc recalée et ne pourrait pas, par conséquent, bénéficier du prêt promis par le Fonds monétaire international de plus de 200 millions de dollars américains. Un vrai gâchis car la RDC était bien engagée avec des prouesses économiques. Cela pourrait surprendre. Depuis la reprise en 2002 de la coopération structurelle entre la RDC et le FMI, Kinshasa n'a pas encore réussi à boucler avec succès un programme soutenu formellement par cette institution. Lancé en avril 2002, le premier programme économique du gouvernement PEG 1, négocié avec le FMI, s'est terminé en catastrophe le 31 mars 2006.
Le PEC 2, qui l'a suivi 3 ans plus tard, vient de connaître le même sort. Le PEC 2 a terminé la course dans les airs, disparu des radars du FMI avant même qu'il n'ait atteint sa destination. En faisant la comparaison, le journal Le Potentiel note que Mouzito garde ainsi le maillot jaune d'avoir conclu de manière satisfaisante un programme avec le FMI. Tous étaient convaincus que le gouvernement Matata réussirait l'exploit de conduire à bon port le programme légué par l'équipe Mouzito. Erreur, l'élan pris par le PEC 2 vient d'être stoppé net. Raison, une correspondance adressée par la directrice Afrique du FMI au ministre délégué aux Finances. Datée du 30 novembre 2012, la lettre fatale indique clairement que le FMI ne compte plus poursuivre le jeu de cache-cache avec l'Air du Congo sur le principe de la transparence dans le secteur des ressources naturelles. Sans équivoque, Antoine Salé, directrice au département Afrique du FMI, porte à la connaissance du ministre Patrick Itebi que son institution est d'avis que les précisions apportées par la suite ne contiennent pas tous les éléments requis pour satisfaire la condition préalable. En fait, la condition préalable pour bénéficier de la prorogation de l'accord au titre de facilité élargie de crédit au-delà du 10 décembre 2012 reposait sur le principe de la publication des contrats signés par la GECAMINE. N'ayant pas reçu du répondant de la part du gouvernement, la directrice du département Afrique du FMI tranche, je cite, « Nous sommes au regret de vous informer qu'il a été décidé de laisser l'accord FEC expirer le 10 décembre 2012. » Elle ne se limite pas en si bon chemin, ce qui implique que la conclusion de la 4e revue du programme dans le cadre de l'accord FEC ne pourra avoir lieu. Fin de citation. Pour un coup près, c'en est un. Et c'est clair comme l'eau de roche. Ce qu'a d'ailleurs reconnu dans sa correspondance Antoine Saé malgré l'arrêt du PEC 2. Le dialogue n'est pas pour autant rompu, relève-t-on. Dans cette correspondance, sauf que l'avis du FMI, le PEC 2 se conjugue désormais au passé, si bien que toute autre discussion avec la RDC ne pourrait porter que sur un nouveau programme, autre que le PEC 2. L'arrêt brutal a fait voler en éclats 3 années d'efforts inlassables de stabilisation du cadre macroéconomique. Si le gouvernement a réussi à aligner de bons indicateurs sur les plans financiers, économiques et monétaires, il a cependant péché dans la conduite des réformes structurelles convenues en décembre 2009 avec les services du FMI. Après tant d'efforts et de sacrifices consentis par la population, il n'est pas normal qu'aucun bénéfice ne soit tiré. Près de 240 millions de dollars échappent à l'escarcelle du gouvernement alors qu'il devrait venir en soutien à la balance des paiements. Dès que les signaux s'étaient fait remarquer, notre rédaction avant-gardiste ne s'était pas interdit de tirer la sonnette d'alarme, se permettant même de voguer à contre-courant à l'époque. Cette dose de courage lui avait valu une volée de bois vert. Les partis politiques non parlementaires s'organisent. Ils viennent de créer une plateforme politique baptisée l'Action pour une autre voie, AV en sigle. Ce regroupement se veut une alternative à l'immobilisme et à l'impasse politique institutionnelle imposée à notre pays. L'annonce a été faite ce vendredi par son coordonnateur au cours d'une conférence de presse à Cassiopé, c'était dans la commune de La Gombe. L'Action pour une autre voie, plateforme politique, est le résultat d'une expérience des élections législatives de novembre 2011 et surtout la pauvreté du débat politique congolais dominé par le sentimentalisme, comme l'explique le coordonnateur de ce regroupement politique, professeur Auguste Mampouya Kanunka Tchabou. Nous avons constaté qu'il y a paralysie politique aujourd'hui dans notre pays, immobilisme, impasse politique, parce que justement les forces qui ont la charge de l'État, aussi bien le pouvoir que l'opposition, s'entrechoquent, ne posent jamais les vrais problèmes de notre pays. Le marasme économique continue, la misère est là, on ne voit pas de solutions proposées pour tel ou tel problème existentiel de notre peuple. Le coordonnateur et ses pairs promettent de faire la différence. La plateforme que nous créons est cet espace pour nous, de manière que notre particularité, nos singularités sur la manière de percevoir les problèmes, de chercher à les résoudre, soit entendues, soit communiquées à l'opinion et proposées aux autres. Il peut toujours y avoir des ententes ou un dialogue avec les autres groupes, ce n'est pas exclusif.
L'action pour une autre voie constitue une force des propositions de fond sur tous les problèmes de fond qui conditionnent la vie du peuple et le fonctionnement de l'État. Une force politique non parlementaire, une force de l'alternative indépendante des groupes qui paralysent et cultivent leur propre incapacité à exercer une véritable gouvernance et un véritable leadership. Les sénateurs ont pour leur part voté à l'unanimité ce vendredi le projet de loi fixant les limites des provinces et de la ville de Kinshasa, une réforme consacrée par la Constitution de la République. Le texte voté sera envoyé à la Chambre basse du Parlement pour un autre examen avant sa promulgation par le chef de l'État. Suivez ce reportage de Serge Koueté et Doudou Ndombe. Sur le total des 77 sénateurs qui ont pris part au vote, 5 se sont abstenus, 1 a voté non et 71 ont approuvé ce projet de loi organique portant fixation des limites des provinces et de la ville de Kinshasa. Il s'agissait de la mise en place de nouvelles réformes du territoire qui passent des 11 provinces à 26 impliquées. Gabriel Chisola explique à propos de l'importance de cette loi. Aujourd'hui, cette loi vient fixer les limites des provinces, les limites des nouvelles provinces en fait. Et elle vient clarifier les limites de ces nouvelles provinces. Il y a même une lourdeur administrative, mais plutôt avec ce découpage avec les nouvelles provinces. Ces nouvelles provinces ont la latitude de gérer leurs propres ressources et faire rapport après. C'est ça qui est important pour nous. Le projet de loi qui remplace celui du 20 juin 1988 pourvoit aux lacunes constatées. Outre la fixation des limites des provinces et de la ville de Kinshasa, elle détermine aussi les chefs-lieux de ces provinces. Par exemple, le Kasaï qui a comme chef-lieu Luebo, le Kasaï central chef-lieu Kananga, Ituri chef-lieu Bunia, Chuapa, chef-lieu Boende. La province de Kwango a comme chef-lieu Kenge, Mongala, chef-lieu Lisala, Norubangi, chef-lieu Badolite et bien d'autres. La loi est votée, il ne reste plus que sa promulgation par les chefs de l'État. Réunion sur l'environnement à Doha au Qatar était une occasion pour la RDC de multiplier ses contacts pour la surveillance des forêts de la République démocratique du Congo et aussi la gestion qui est si complexe. Le vice-premier ministre et ministre du budget qui a donc plaidé devant la tribune pour que le modèle de réussite de la forêt d'Amazonie s'applique également pour les forêts de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la RTNC. Le déplacement pour Doha des 3 membres du gouvernement congolais a eu aussi le côté contact. Au cours de cette séance de travail avec la ministre brésilienne de l'Environnement, il était question de discuter sur le modèle de réussite dans l'obtention et la gestion des financements en contrepartie de la protection des forêts de l'Amazonie. Pour un accompagnement, Isabella Texera a dit à Daniel Moukoko que le Brésil est prêt à signer un accord avec la RDC afin d'apporter son expertise, aussi sur la surveillance des forêts. Depuis 2009, le PNUD est resté aux côtés de la RDC. La stratégie RED+ a été conçue avec l'appui de cette institution onusienne. C'est à elle que revient la charge de gérer de manière intermédiaire le Fonds national RED+ RDC. Hélène Clark, administrateur exécutif du PNUD, et Daniel Moukoko Samba ont eu à approfondir les contours de la question. Une autre femme, cette fois-ci à la tête du Fonds pour l'environnement mondial. Elle est aux affaires depuis 6 mois. Cette ancienne ministre japonaise des Finances a profité de la tenue des assises de la COP18 pour lancer le débat sur la question du financement octroyé par son organisme aux pays éligibles. La complexité de la question liée à la gestion des forêts congolaises a été au centre de cet entretien entre le patron du budget congolais et le ministre français délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Bien qu'il y ait un engagement au niveau national de la réduction des émissions des effets de serre et de la déforestation en RDC, au niveau provincial, de gros efforts doivent être consentis. Daniel Moukoko a réussi à obtenir le soutien de la France pour introduire cette requête dans les discussions qui se tiennent dans la COP18. La présidence congolaise de la francophonie a eu une tribune à Doha.
À travers cette signature, la France, la Wallonie et le Canada acceptent de financer pendant 3 ans la traduction du bulletin de la terre et de la forêt, outil d'information qui va désormais servir l'espace francophone. C'est au cours de cette concertation ministérielle. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le gouvernement congolais met tout en œuvre pour relever le niveau de l'enseignement dans notre pays. Et pour ce faire, le ministre de l'EPSP s'est rendu en Belgique dernièrement pour échanger avec son homologue belge. Au cours de cette rencontre, 3 questions étaient au menu: l'équivalence des diplômes entre les 2 pays, l'évaluation du plan intérimaire de l'éducation et de la mutuelle de santé. Compte rendu avec Rose Awazi. Toutes les dispositions sont prises pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Voilà qui justifie cette rencontre du ministre de l'EPSP accompagné de ses directeurs de cabinet, l'inspecteur général à l'EPSP ainsi que l'ambassadeur de la RDC en Belgique pour échanger avec la ministre belge de l'Éducation sur l'équivalence des diplômes entre les 2 pays, le renforcement du site du ministère J'apprends et éduque avec Microsoft, ainsi que le plan intérimaire de l'éducation. La grande priorité, parce qu'on voit par rapport au volume, nous avons plus de 40% pour les manuels scolaires et 15% pour la formation des enseignants. Vous avez déjà plus de 55% juste pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau primaire. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Donc nous avons les problèmes d'accès, la qualité, la gestion même du système et la plupart les financements que nous allons avoir, nous allons concentrer ça sur l'acquisition des manuels, la formation des enseignants. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que grâce au plan, le gouvernement a pris l'option de faire de l'éducation le premier poste budgétaire, le budget qui est en discussion maintenant au Parlement. Au sujet de la mutuelle de santé de l'EPSP, Makia Mwangou précise. Oui, c'était pour faire un état des lieux sur la MESP, la mutuelle des enseignants de l'EPSP. Il fallait qu'on échange un peu pour qu'on voit comment on peut aussi bénéficier de la formation des agents. Le gouvernement fait de l'éducation un socle pour le développement du pays. Tout est mis en œuvre pour élever le niveau de l'éducation. Le réseau Action poursuit ses activités dans le cadre de 16 jours d'activisme célébrés du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, placé cette année sous le thème « Tous unis contre le militarisme et violences sexuelles basées sur le genre ». Pour ce qui est de la RDC, les femmes membres de ce réseau veulent connaître les causes profondes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous disent Maria Mboya, Allegri Ambouyi, Christian Ngeze et Dieu merci Suka dans ce reportage. Le réseau Action Femmes, un collectif des associations œuvrant pour la cause de la femme, de la jeune fille et de l'enfant, tient le taureau par la corne. Cette ONG a pris l'engagement de sensibiliser les femmes sur les violences sexuelles, surtout dans la partie est de la RDC. Ce souci étant d'éradiquer une situation devenue récurrente. Clotilde Kabemba est coordonnatrice nationale du réseau Action Femmes. Action Femmes, par rapport à cette guerre, a pour objectif de connaître d'abord le problème de fond pour qu'enfin cette guerre pour qu'on puisse avoir des solutions durables par rapport à sa résolution. Au niveau de la société civile, nous encourageons tous les efforts isolés et beaucoup plus les efforts qui sont faits dans des situations actuelles. Et pendant ces 16 jours d'activisme, nous sommes en train d'assister dans des activités, nous sommes en train de conduire même des séances de travail pour que les femmes puissent réfléchir sur la question qui est toujours à la base des violences qu'on est en train de connaître à l'est de notre pays. Le 16 jours d'activisme, une occasion qui s'offre au réseau Action Femmes à faire entendre sa voix dans la lutte contre les violences faites à la femme. Des logements pour des cadres et agents de l'Office congolais des contrôles. L'initiative émane du syndicat de cette entreprise étatique. Dans la commune de Lancélé, plusieurs maisons d'habitation sont déjà construites. La délégation générale de cette entreprise a effectué jeudi dernier le déplacement de Lancélé pour se rendre compte de l'évolution des travaux, nous dit Monulfo Fobosso. Cette visite, Albert Mkansongo l'a effectué pour se rendre compte personnellement de l'évolution des travaux. Si sur le site de Kinkole, il est prévu 150 maisons d'habitation,
Ici en Sélé, 1500 logements y seront érigés. Les travaux qui ont commencé voici 4 mois avancent à pas de géant à la grande satisfaction du directeur général de l'Office congolais des contrôles. Les travailleurs ont pris cette initiative de construire. Ils sont en train de construire. Parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un travaille pendant des années qui puisse mourir le locataire. C'est pas normal. Bien, quand les gens travaillent pendant longtemps, il faut les encourager. Et nous sommes là, quand je parlais de l'encadrement moral, c'est pour les encourager, pour pousser les travailleurs à devenir maîtres de leur destin. 800 millions de dollars américains, c'est les fonds investis pour ces constructions. L'expertise sud-africaine veille au grain dans l'exécution de ces travaux. Des dispositions utiles sont prises pour assurer une certaine autonomie dans ces différents chantiers. Nous sommes en train d'équiper les chantiers en d'autres matériels. Nous avions un camion Ben. Maintenant, nous venons d'avoir une chargeuse que vous voyez là-bas derrière nous. Et nous avons une série complète que nous sommes en train de vouloir installer, je crois, la semaine prochaine. Il y a une machine à tuiles qui va arriver demain. D'ici 5 ans, les travailleurs qui ont souscrit deviendront propriétaires de ces maisons. L'initiative qui a commencé à Kinshasa devra s'étendre dans l'ensemble du territoire national. Les soucis des dirigeants de cette entreprise est d'assurer une retraite honorable à tous ceux qui ont servi la nation au sein de cet office. À présent, nous allons lire le journal paru ce vendredi à Kinshasa. Ils ont été sélectionnés et commentés par Doudou Ndombe Moseka. Suivez. La situation à Goma, les pourparlers de Kampala, la lutte contre la corruption en RDC, la restructuration de la CENI, l'arrêt du PEC 2 par le FMI, ce sont là les sujets exploités dans la presse ce vendredi dans la capitale. Goma, banque fermée, les habitants sont en cours d'argent, affiche en manchette Sifia, Grand Lac, bimensuel d'enquête et reportage en RDC. Depuis la prise de Goma par le M23, rapporte ce journal, banques, coopératives d'épargne et maisons de transfert sont fermées. Les habitants dont l'épargne est bloquée se retrouvent à court de liquidités pour faire face aux besoins les plus urgents. Seule solution, les trocs ou passer au Rwanda récupérer de l'argent envoyé par la famille. La prospérité s'est fait l'écho des évêques catholiques qui, réunis en session extraordinaire du 3 au 5 décembre 2012 pour examiner la situation préoccupante de l'Est et ses conséquences, mettent en garde contre les pièges au pourparlers des Kampala. Le clergé catholique invite le peuple congolais à se lever et sauver sa patrie, à demeurer fidèle à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire de la RDC et à un sursaut patriotique. La prospérité rapporte également que le Royaume-Uni félicite Kinshasa pour ses efforts dans la lutte contre la corruption. En effet, le gouvernement de la RDC a réaffirmé son engagement à lutter contre la corruption à tous les niveaux afin d'améliorer le climat des affaires au pays. Un cadre législatif et réglementaire est mis en place pour réussir ce pari. Cette volonté a été exprimée jeudi 6 décembre au cours du séminaire sur le Code des conduites des affaires et le pacte anticorruption entre le gouvernement et le secteur privé de la RDC. À propos de la corruption, le phare note que la RDC, toujours mauvais élève de la classe, ce confrère souligne que la RDC occupe toujours les bas-fonds du classement mondial des pays les plus corrompus de la planète, publié le mercredi 5 décembre 2012 par l'ONG Transparency International. Sur une liste de 174 États, la RDC pointe à la 160e place, de quoi affirmer que l'Afrique centrale est logée à une très mauvaise enseigne. L'avenir annonce pour sa part que la restructuration de la CENI par l'Assemblée nationale est une réalité. Contrairement à l'ancienne commission électorale nationale indépendante qui comptait 7 membres au bureau et malgré diverses propositions qui envisageaient 11 voire 13 membres, les députés nationaux viennent de se mettre d'accord autour des 6 membres. Le bureau de la CENI sera composé d'un membre de la société civile en qualité de président, de 3 membres de la majorité et de 2 de l'opposition. La plénière comprendra 13 membres.
Le potentiel s'attarde sur les gâchis subséquents à l'arrêt du PEC 2. En effet, sur décision de la direction Afrique du FMI, les gesticulations de la RDC sur la publication des contrats signés par la GECAMINE ont conduit à l'arrêt du PEC 2. Les conséquences sont gravissimes. Près de 240 millions de dollars américains de soutien à la balance des paiements sont hypothéqués, sans compter la perte de la crédibilité du pays sur la place financière internationale. Les séquelles de la désinvolture du gouvernement vis-à-vis de ces dossiers risquent d'être indélébiles. Or, 3 mois auparavant, le potentiel avait tiré la sonnette d'alarme en voyant venir le danger. Cela lui avait attiré toutes les foudres de l'enfer. Voilà tout. Merci Doudou Ndombe pour cette revue de presse. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télé républicaine Télé 7. Au revoir.